Je vous pose la dernière question. Ouais. Vous avez dit dès le début que votre entreprise, c'est pas un simple salon de coiffure. Oui, c'est vrai. Ouais. Vas-y, dis-moi tout. Alors, Merci Morgane de nous avoir rejoints dans ce podcast. merci à vous. On va commencer par une question plutôt simple, mais plutôt profonde. Ouais. Si on te pose la question qui est Morgane Brisson, tu diras quoi? Alors, en ce moment, je pense que je suis avant tout la maman de 2 enfants. Une de 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, et un de 6 mois. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc voilà. Et surtout, depuis 6 ans, je suis la fondatrice du Bar à Boucles, qui est un concept dédié aux cheveux bouclés, frisés, crépus. On a 2 salons à Paris et bientôt un à Lille. Et voilà, c'est ce qui me prend tout le reste de mon temps, pour mon plus grand plaisir. Trop bien, trop bien. Et du coup, quelque chose que tu as vécu ou tu as appris dans la vie qui était super importante dans la gestion des salons? C'est toujours écouter mon instinct. Franchement, ça, à chaque fois que je suis dans cette situation où... Tu vois, il y a plein de situations où tu te dis, oui, là, je sais pas, je le sens pas. Ça me donne toujours raison. Donc vraiment, ouais, dans chaque décision maintenant, je cherche le gut feeling. Tu vois, de me dire, est-ce que c'est la bonne décision ou pas? Ça peut être pour, tu vois, choisir le lieu d'un de nos prochains salons, un recrutement, un poste Insta. Enfin, voilà, il y a des conséquences plus ou moins importantes, bien sûr. Mais l'instinct, enfin moi je fonctionne énormément à ça et il m'a jamais trahi. Donc c'est vraiment au-delà de tous les tableaux Excel et tout, qui certes aident, mais le gut feeling, c'est vraiment ça qu'il faut suivre dans l'entrepreneuriat. Je trouve que, et même dans la vie de tous les jours, faut s'écouter. On sait quel est le bon chemin. C'est vrai. Et si du coup on revient au début, au départ, avant de lancer le premier projet, est-ce que tu as eu un blocage ou un challenge qui était super difficile avant de se lancer? Au début du Bar à Boucles, au moment de le lancer, alors, moi, j'ai pas les cheveux bouclés et je suis pas coiffeuse. Donc, quand je me suis dit, tiens, si je lançais un salon de coiffure pour cheveux bouclés, bon, vous pouvez imaginer que j'ai eu des blocages. Clairement, la légitimité, je me disais, en fait, je n'ai rien à faire sur ce marché. Et c'est souvent ce qu'on m'a dit. Parce que j'ai essayé de rencontrer des coiffeurs, des personnes qui avaient des sociétés comme ça. Et on m'a souvent dit, mais pourquoi vous voulez faire un métier qui n'est pas le vôtre? Et en fait, je me disais, justement, parce que c'est pas mon métier, je vais l'aborder différemment et du coup, je vais pouvoir faire la différence. Parce que j'ai pas de... mon regard est complètement nouveau. Comme j'ai pas les cheveux bouclés, je cherche pas des produits pour moi, je cherche des produits qui vont aller à mes clients. Et comme je suis pas coiffeuse, je vais pas reproduire les codes des salons classiques qui aujourd'hui ne marchent plus. Mais le premier blocage, oui, ça a été vraiment le syndrome de l'imposteur. Et après, ça a été un peu la peur, plus récemment, la peur de grossir, parce que plus tu montes, de plus haut tu tombes. Donc ça a été un peu ça. Mais au début, vraiment, c'était est-ce que j'ose me lancer sur un secteur qui n'est pas le mien? Du coup, c'était quoi comment tu as eu l'idée justement de te lancer dans ce projet? C'est quoi le rêve, on va dire, derrière le projet? Alors, moi, j'ai fait, donc pour vous retracer un peu le début, j'ai fait une école de commerce. Après mon école, j'ai été embauchée dans un cabinet de conseil à La Défense. Voilà, c'est classique. Ce qui ne m'allait pas du tout. J'étais dans une grande tour à La Défense, en parlant de sujets qui ne m'intéressaient pas du tout. Je suis un peu tombée là-dedans par hasard. Et j'ai commencé à me dire, si c'est ça le monde du travail, ça va pas aller, ça va pas durer très longtemps. Et j'ai grandi en banlieue parisienne, vers Noisy-le-Grand. Du coup, j'ai des copines qui viennent d'un peu partout. Et un jour, elles m'ont parlé de leurs cheveux. Mais comme entre copines, on se parlait souvent de nos cheveux. Voilà, c'est un cliché, mais c'est vrai. C'est vrai. Et comme d'hab, elles ne trouvaient pas de coiffeur. Elles étaient tout le temps ratées par les coiffeurs. Elles ne trouvaient pas de produits adéquats. Elles dépensaient une fortune dans les produits. Et ce jour-là, j'avais sans doute entendu parler de leur histoire 1000 fois. Hein. Mais ce jour-là, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre quand même. C'était en 2016, il me semble. Je me suis dit, si mes copines ont ce problème, ça veut dire qu'il y a plein d'autres nanas qui ont ce problème. Et j'ai commencé à me renseigner. Je me suis dit au début, elles cherchent mal. Il y a plein de trucs qui existent. Château d'eau, c'est génial. Voilà. Je suis allée me renseigner et en fait, j'ai vu qu'il n'y avait rien. Et à ce moment-là, je me suis dit, imagine, je crée un temple du cheveu bouclé. Moi, je suis très sensible au marketing dans la beauté. Je trouve que la beauté, ça te vend du rêve, vraiment. C'est, tu vas acheter telle crème.
Alors, le matin, c'est un petit geste, voilà. Mais en fait, tu vas te sentir plus forte, plus puissante. Tu vas te dire, avec cette crème, je vais pouvoir réaliser ce que je veux dans la vie. Et ça marche pour le maquillage, le soin de la peau, le soin des cheveux, tout ça. Et vraiment, je me suis dit, imagine, je crée un temple du cheveu bouclé qui peut permettre à toutes ces femmes d'avoir plus confiance en elles et du coup de réussir un truc dans la vie. C'est vraiment life-changing, je trouve. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, de toute façon, j'aime pas mon boulot. J'étais en tout début de carrière, donc j'avais vraiment rien à perdre. Je me dis, je tente. Si ça marche pas, parce que j'y arrive pas, je le saurai très vite et c'est pas grave, je changerai. Si ça marche pas parce que j'ai pas les cheveux bouclés, parce que je suis pas coiffeuse, parce qu'on ne veut pas de moi sur ce marché, ça, je le saurai encore plus vite. Et au moins, j'aurais essayé. Et en fait, jusque-là, ça continue. Ça marche. Donc, voilà. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Et du coup, par rapport au blocage que tu as eu au début, vu que c'est pas exactement, est-ce que tu as partagé ça avec ton entourage, justement tes copines, les personnes qui étaient concernées? C'était quoi leur avis, leur opinion? Alors en fait, je ne l'ai pas trop partagé à mon entourage au début, parce que même eux me regardaient genre... T'es sûre de ce que tu fais? Tu vois, quand je suis allée... Alors, mes parents m'ont toujours vachement soutenue dans mon projet, heureusement. Mais au début, quand je leur ai dit, ouais, je vais lancer un salon de coiffure pour cheveux bouclés, ils étaient un peu... Pourquoi? Ouais, ils étaient un peu genre, ouais, vas-y, ma chérie, on est là, mais bon, ça va lui prendre, voilà, elle va se calmer. Et un peu tous mes amis... et puis, tu vois, aujourd'hui, créer une start-up, c'est un peu la mode, tout le monde est un peu admiratif de ça. Mais moi, au début, les gens se disaient, elle crée un salon de coiffure. Alors, je dis pas forcément qu'aujourd'hui, on crée une start-up. Enfin, je suis pas forcément attachée à ce mot, mais je trouve qu'on crée beaucoup plus qu'un salon de coiffure. Et du coup, tu vois, les gens étaient un peu genre, oui, bon, voilà. Donc, je partageais pas trop mes blocages parce que j'avais trop peur qu'on me réponde, bah oui, c'est pas trop ce que tu devrais faire, tu vois. Donc, je les gardais un peu pour moi. Et en fait, au fond de moi, je savais que c'était pas grave et j'étais assez sûre de moi pour savoir que je pouvais aller contre les idées reçues qu'on pouvait avoir de moi sur ce secteur. Donc après, il y avait mon mec, bien sûr. Mon mec, il était là. Enfin voilà, il m'a toujours vachement soutenue et heureusement. Mais j'ai pas trop partagé là-dessus. Mais c'est un peu mon style. Moi, quand j'ai un problème, bon, alors maintenant, ça dépend des problèmes. Maintenant, je les partage, mais sinon, j'aime bien les garder pour moi et vachement travailler dessus, mais à l'intérieur de moi. Et ensuite, je vais partager. Mais sinon, j'aime bien. Après avoir trouvé la solution? Ouais. Ouais. Et du coup, quelle était la solution pour toi par rapport à ce blocage-là? Comment tu t'es un peu, tu sais, tu as parlé de syndrome de l'imposteur. Ouais. Comment tu as réussi justement de mettre ça de côté et de commencer à builder ton autorité par rapport à l'industrie? Alors, dans un premier temps, pour moi, ça a vraiment été un challenge. Je me disais, bah, justement, je vais leur prouver qu'on peut révolutionner le monde de la coiffure sans être coiffeur. Et c'est justement des profils comme ça qu'il faut. Mais bon, quand tu manques de confiance en toi, t'as beau te dire ça, il te faut quand même des trucs, quoi. En fait, j'ai vachement bossé. Je pense que tous les entrepreneurs te le diront. De toute façon, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de secret. Hein. Il faut bosser. Entre le moment où j'ai eu l'idée du bar à boucles et le moment où je l'ai lancé, il y a eu 1 an. Et franchement, ça a été 1 an d'études de marché. À l'époque, il y avait Insta, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc, j'ai cherché tous les blogs, tous les forums. J'ai retrouvé encore il n'y a pas longtemps. J'ai un énorme Excel avec tous les lieux où on pouvait avoir des conseils pour cheveux bouclés. J'ai référencé les lieux qui avaient été créés, qui voulaient être dédiés aux cheveux bouclés, frisés, crépus, mais qui n'avaient pas marché. Et j'ai vraiment tout cherché sur ces concepts pour comprendre pourquoi ils n'avaient pas marché. Je me suis dit, en fait, ce qui va faire la différence, c'est vraiment le travail en profondeur. Alors, d'écouter mon instinct, certes, mais de comprendre le marché. Par exemple, les concepts qui avaient été créés qui n'avaient pas marché, moi, j'ai compris qu'ils étaient liés à la couleur de peau. Souvent, ils avaient black ou noir dans leur nom. Et moi, direct, j'étais en fait, nous, on va s'occuper du cheveu. Que la personne en dessous, elle soit noire, blanche, métissée, maghrébine, c'est pas un sujet. Nous, on s'occupe du cheveu. Et au début du bar à boucle, on nous disait, ah ouais, vous allez faire du maquillage pour peau noire, blabla. J'étais non, nous, on s'occupe du cheveu. Donc, nos clientes, elles ont toutes les couleurs de peau. Ça ne nous regarde pas. Pareil, homme-femme, nous, c'est mixte. On s'occupe que du cheveu. Et ça, je pense que ça a été une vraie différence. Autrement, ça a été aussi de mettre en valeur, je pense, les produits français. J'ai vachement regardé, parce on a toujours une grosse activité de distribution. Donc, on vend une vingtaine de produits, enfin de marques différentes. Et moi, je voulais surtout des marques françaises et européennes. Parce que mes copines, elles achetaient tout aux États-Unis. Parce que les États-Unis sont vachement en avance sur ce sujet. Et à l'époque, il n'y avait pas, je pense, assez de marques françaises qui se spécialisaient. Ça commence.
Ça Ça commençait, commençait. mais en fait, elles n'avaient pas de visibilité. Ouais. Ouais. Parce qu'à l'époque, il fallait aller chez Sephora, Monoprix, tout ça, mais en fait, elles étaient beaucoup trop petites. Mais ouais, elles pouvaient pas. Elles avaient, enfin, tu vois, ils demandaient des minimums de commandes, c'était impossible. Et il y avait des tout petits distributeurs comme moi, mais pas beaucoup de visibilité, pas une com Instagram incroyable et la beauté, voilà, faut que ce soit beau, quoi. Et moi, j'étais assez forte là-dessus. Et je savais que j'avais un sens marketing assez fort. Et donc, je savais que je pouvais faire la différence là-dessus. Et du coup, j'ai commencé par référencer que des marques françaises en montrant qu'il y avait des marques françaises dédiées aux cheveux bouclés qui étaient excellentes, parce que c'était pas la peine d'aller les chercher à l'autre bout du monde, mais il fallait les mettre en valeur. Donc, vous les connaissez, hein, ça a été les Secrets de Loli, qu'on a été un des premiers à référencer. Ça a été Noir au Naturel, Calia Nature, WAM, qui aujourd'hui ont explosé en même temps que nous, en fait. Mais au début, on faisait la différence là-dessus, en fait. Les gens venaient chez nous parce qu'on avait des marques qu'on pouvait trouver que chez nous. Et pas, tu vois, on n'a pas pris She Moisture, par exemple, ou il y avait quoi d'autre comme marque, Camille Rose, par exemple. Enfin, voilà, des marques américaines qu'on trouve dans beaucoup de boutiques dans les 18e. Moi, vraiment, j'étais non, il faut des marques qu'on trouve que chez nous. Madame la Présidente, on a été un des premiers à les avoir. On les a eus. Myriam, elle avait lancé que Résolution numéro 1, son premier produit. Donc, on a été au début, vraiment à la naissance de toutes ces marques-là, et on a grandi ensemble. Et ça, en plus, c'est chouette. Mais c'est ça qui a fait la différence. Trop bien. Ouais, c'est vraiment notre catalogue au début. Ouais. Et du coup, comme tu disais, tu avais le challenge, tu t'es dit que tu allais faire les choses autrement et tu t'es lancé. À quel moment ou quels étaient les éléments qui t'ont mis un peu à l'aise et tu t'es dit, c'est bon, je suis vraiment sur le bon chemin, j'ai vraiment les bons éléments qui m'indiquent en fait que je suis, à part l'instant, qui m'indiquent que je suis sur le bon chemin et que ça commence à grandir. Alors, bon, déjà, Instagram. Nous, on a grandi avec Instagram. C'est vraiment la communauté. Notre communauté, elle a grandi de manière uniquement organique. Aujourd'hui, on a 66 000 abonnés. Donc c'est quand même pas mal. On n'est pas à 250, quoi, mais c'est déjà ça. Ça vraiment... Enfin, au début, les gens s'abonnaient et nous soutenaient. C'est des gens que je ne connaissais pas. Au début, ta famille, tes parents qui s'abonnent, quoi. Donc, le fait que la communauté grossisse grâce au bouche à oreille, pour moi, ça a vraiment été... ça montrait que le concept plaisait. Et puis, au début, j'ai vraiment fait en sorte d'avoir la validation de mes clients au fur et à mesure pour ne pas prendre trop de risques et pour y aller au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire une campagne de financement participatif, de crowdfunding, sur Ulule, en disant, voilà, je vais créer un salon de coiffure pour cheveux bouclés, frisés, crépus, avec un site internet de distribution, tout ça. Vous pouvez préacheter votre place dans le salon. Et je m'étais dit, en fait, si personne préachète, si personne ne vient sur ma page à part mes proches, c'est que déjà, le concept ne plaît pas, c'est qu'il n'y a pas ce besoin. Donc, et puis, ça veut dire que le marketing de mon concept ne marche pas. Parce que la campagne de crowdfunding, c'est beaucoup de marketing, quoi. Et en fait, ça a marché. Donc, une fois que j'avais vendu les précommandes, donc les places du salon de coiffure étaient déjà vendues, déjà, j'avais plus le choix. Il fallait que je fasse un salon de coiffure. En plus, ça a permis d'ouvrir le salon sans trop de stress parce que je savais que les gens allaient venir. C'est ça. Et ensuite, j'ai fait comme ça 5 salons de coiffure éphémères. Ça permettait de ne pas prendre trop de risques et de tester le concept à chaque fois en testant des prestations, une manière d'accueillir les clients, des nouvelles marques. J'en ai fait 3 à Paris, un à Marseille et un à Lyon. Et en fait, c'est vraiment grâce à ça que j'ai validé le concept. Et je m'étais dit, en fait, au pire, si personne vient dans mes salons, c'est pas grave. J'ai pris un local pendant 2 semaines, j'ai une coiffeuse en intérim. Bah, si au bout de 3 jours, en fait, il n'y a personne, j'arrête le contrat. C'est pas très grave. Et la prise de risque était quand même assez maîtrisée. Et ça, je pense que c'est important quand même quand on lance une boîte, de ne pas se lancer... parce que sinon, c'est hyper stressant. Si tu dis, en fait, j'ai déjà emprunté 500 000 € et je ne suis pas du tout sûre de pouvoir les rembourser, voilà, faut être un peu responsable là-dessus, je pense. Et quand on a ouvert notre premier salon, en janvier 2020, timing parfait, 1 mois et demi avant le Covid, du coup, le stress n'était pas énorme parce que je savais que j'avais ma clientèle. Les clients attendaient. Et d'ailleurs, dès qu'on a ouvert, on a été plein tout de suite. Et notre agenda était complet sur 2 mois non-stop. Même avec le Covid, sans le Covid. Dès qu'on rouvrait l'agenda, c'était la folie. Donc, mais tester, tu vois, y aller par step by step, je pense que moi, ça m'a permis de peaufiner le concept, de ne pas être trop stressée, d'être à l'écoute des clients et puis de ne pas prendre trop de risques et du coup de rester en vie.
Pour une boîte, c'est important. Oui, oui. Du coup, qu'est-ce que, quand tu as commencé à voir les résultats, et c'est des résultats énormes, justement, heureusement, comment ça t'a fait, comment t'as senti? Ah bah c'est génial. Oui, Ah ouais, c'est incroyable. C'est grisant, quoi. Tu te dis, il y a tous ces gens qui me suivent, surtout quand c'est des projets. Enfin, tu vois, moi, le Bar à Book, je l'ai créé toute seule dans mon appart. La vidéo, je la regardais en plus il y a pas longtemps, je la montrais à mes stagiaires. J'ai fait une vidéo en stop motion sur ma page Ulule et je l'ai faite toute seule sur la table de mon salon avec des lumières que j'avais louées. Enfin, j'ai vraiment tout fait toute seule. J'avais pas une thune, du coup, tout a été fait à la main. Et c'est ce qui fait en fait que tu mets tout ton cœur dedans. Et je pense que c'est un peu ce qui fait la différence. Mais tu vois, c'est du stop motion, donc c'est image par image et c'est moi qui bougeais chaque élément pour que ça fasse une photo. Du coup, quand ça marche, tu te dis mais j'ai eu raison d'y croire, quoi. C'est fou. Et en même temps, tu dis ok, maintenant il y a des gens qui comptent sur moi. S'ils me font confiance, il faut assurer derrière. Donc c'est un petit. En même temps, ça booste. En même temps, ça commence à te mettre un peu la pression, mais bon, c'est normal. Mais ouais, non, c'est grisant et c'est beaucoup d'amour en fait. C'est des clients, mais en fait, c'est beaucoup d'amour. Donc, ouais, il faut qu'on trouve la vidéo. ah ouais, je vais vous l'envoyer. Maintenant, vraiment, je la regardais, je me disais non, mais. Je me suis vraiment fait chier quoi, à le faire. J'ai mis 2 jours à la faire pour une vidéo de 2 minutes. Wow. Mais quand tu sais pas faire et tout, et puis vous verrez, il y avait des petits trucs en papier que j'avais découpés. J'ai découpé la carte de l'Île-de-France. Wow. Vous voyez, il y a plein de petits... voilà, pour montrer qu'en Île-de-France, il n'y avait pas assez de salons pour cheveux bouclés, frisés, crépus. Mais vraiment, j'ai tout fait à la main, quoi. J'ai mis le drapeau de la France en petit... Pour dire que les produits sont... Ouais, c'est ça. Et en fait, j'avais pris des M&M's que j'ai coloriés, enfin, tu vois, que j'ai peint en bleu, blanc, rouge. Et du coup, ça faisait un petit drapeau qui avançait et tout. Enfin, c'est trop bien. Ah ouais, mais c'était trop drôle, franchement. Ça se voit que c'est authentique, en fait. C'est ça ce que l'audience, on va dire, les gens oui. ils cherchent. Ouais. Et j'ai vachement de tendresse pour cette période parce que vraiment, j'étais toute seule, je mettais tout mon cœur dedans. Alors, toujours aujourd'hui, mais bon, maintenant, on a grossi, quoi. C'est un peu différent. Ouais. Mais ouais, à chaque fois que je regarde ça, j'ai vachement de... Pas vraiment de la nostalgie, mais ouais, j'ai vachement de tendresse pour cette période. C'était chouette. Je respirais pour ça, quoi. C'était trop bien. C'était chouette. Trop bien. J'ai une petite question là. Comment tu as eu l'idée justement d'avoir ce petit process-là de bienvenue qui n'est pas... Moi, je suis partie dans pas mal de salons justement et je ne l'ai pas eu, donc je suis vraiment très intriguée en tout cas. Quand tu as eu l'idée d'avoir vraiment l'expérience qui est propre à ton salon, quel que soit l'artiste, même si l'artiste y rajoute sa touche. Mais ouais. Ça, c'était vraiment suite à toute l'étude de marché que j'ai faite au début. Où, en écoutant du coup ce qui se disait, toutes les personnes frustrées des salons de coiffure, j'ai compris qu'en fait, elles voulaient s'asseoir dans un fauteuil et pouvoir parler. D'ailleurs, coiffeur et psy, tu sais, souvent, les coiffeurs, ils disent la limite est faible. Mais comme c'est des personnes qui ont été tellement traumatisées par les coiffeurs, elles ont vachement besoin d'être mises en confiance. Donc, le fait de d'abord s'asseoir et dire « Ok, bonjour, je m'appelle Morgane. Je vais m'occuper de toi aujourd'hui. Dis-moi ce que tu veux. » Là, déjà, elles se disent « Ok, on va m'écouter, on va pas juste me dire « Ok, je coupe. » voilà. Donc ça, vraiment, ça faisait partie des actions primordiales que je voulais mettre en place. Et après, en fait, c'est moi, je suis hyper sensible à l'expérience d'achat, l'expérience client que tu as dans des instituts de beauté. Toi, en tant que client? Ouais, en tant que cliente. Tu vois, moi, j'achète très peu en ligne, pour les produits de beauté. Les fringues aussi, parce que c'est pareil. Mais les produits de beauté, je vais tout regarder sur Internet. Je sais exactement ce que je veux, mais je vais aller en magasin parce que je veux vivre. Tu vois, et je veux vivre l'expérience. Et du coup, je me disais, en fait, je veux que dans mon salon, ce soit pareil. Je veux que les gens se disent, je vais venir et en fait, je vais emporter un bout du bar à boucle avec moi. Et en fait, tout ça, je m'étais dit, moi, qu'est-ce que j'aimerais? Et du coup, j'ai imaginé pour moi l'expérience idéale. Je me suis dit, on va faire ça. Et après, on verra. Si ça ne plaît pas, s'il faut faire mieux, on ajustera. Mais je pense qu'il faut qu'on soit notre premier client. Ouais, je te laisse pour le code du jour. Oui, si tu veux. C'était comment? C'était trop bien. Très bien. Écoute, je suis ravie. Merci. Trop bien. Alors, je vais finir avec une question un peu philosophique. Oula. Mais un peu plus philosophique que le futur. Mais là, c'est juste vraiment pour avoir des sujets qui sont un peu... qui rentrent quand même dans le scope. Quelle serait... Donc, la question d'aujourd'hui serait quelle est ta relation par rapport à l'argent?
Ah, c'est intéressant comme question. Ouais, t'as vu? Ouais, je m'attendais pas. Je vais commencer moi pour dire que personnellement, ma relation avec l'argent a changé. Surtout avant et après avoir lancé la boîte. Avant, c'était vraiment une relation ma perception, c'était vraiment l'argent, c'est pour dépenser. Et du coup, j'avais vraiment comme but d'avoir cette indépendance financière, justement pour pouvoir ne plus se soucier de l'argent. Et après, justement, avoir lancé la boîte où on est passé quand même par un moment, comme tu disais, plutôt de downgrade qui était voulu, justement pour économiser, pour pouvoir donner à l'entreprise. C'est pas pour tout le monde, mais c'était notre choix à nous. Et du coup, ma relation a un peu changé. Est-ce que je voyais l'argent comme un moyen plutôt? Parce que pour justement arriver à un certain niveau par rapport à l'entreprise, on doit devoir avoir un montant justement qui garantit quand même que l'équipe soit à l'aise, qu'on ne soit pas dans une crise, mais en même temps pour faire bouger le projet. Donc voilà, t'en penses quoi toi? C'est quoi ta perception? Ouais. Et attends, ça, tu le voyais comme ça avant, toi, l'argent? Et maintenant? Ça, c'est le après. Ah oui, ok. Ouais, c'est l'après. Non, parce que j'allais te dire, mais moi, je vois ça comme ça maintenant. Alors, j'étais dit, tu le voyais ça. Avant, j'étais vraiment dans la consommation. Oui, ok. Vraiment étudiante, j'étais là vraiment en train. J'ai besoin d'argent, je vais avoir tel montant. Après, c'est vraiment c'est devenu un moyen parce que c'est important pour faire avancer l'entreprise et du coup, ça fait un clic. Ouais. Non, mais écoute, en fait, je suis d'accord avec toi. Avant, je me posais pas trop de questions. En plus, tu vois, j'étais salariée, donc bon, tu as ton salaire qui tombe. Voilà. En fait, tu as une sécurité. Tu vas tomber le mois prochain, il n'y a pas de sujet. Même si la boîte dans laquelle tu es employé cool, on a de la chance en France, tu vois, comme tu fais de l'argent. C'est ça. Bien. Maintenant, j'ai un rapport différent. Déjà parce que quand tu montes ta boîte, il y a un moment où tu gagnes quand même moins ta vie. Donc, tu veux de l'argent. Enfin, tu vois. Et puis, je suis d'accord, c'est un moyen. Maintenant, je me dis, en fait, l'argent permet de faire des choses. Tu vois, quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, alors, c'est vrai, mais quand même, tu vois, quand on n'a pas, c'est très relou. Oui. Donc, je suis pas à vouloir forcément être, tu vois, richissime, tu vois, gagner 100 000 euros par mois avec ma boîte. Mais l'argent, ça apporte un confort, aussi bien pour ta vie perso que ta boîte, en fait. Parce que pour prendre soin de ses équipes, il faut que la boîte, elle ait de l'argent pour bien les rémunérer, mais aussi pour apporter des bonnes conditions de travail. Donc, c'est vraiment un moyen d'atteindre tes rêves, donc tu vois, de faire grandir ta boîte, de prendre soin des gens, alors j'ai dire des gens que t'aimes, oui, dans ta vie perso, mais dans ta vie pro, pour moi, les gens que t'aimes, en fait, c'est tes équipes, parce que c'est pas la même relation, mais c'est grâce à eux que ta boîte existe. Moi, j'aime bien, tu vois, on fait régulièrement des team building, j'aime bien prendre soin d'eux. Je trouve que c'est hyper important, je suis hyper reconnaissante qu'ils travaillent chez nous. Je trouve ça, à chaque fois, je me dis, mais attends, ils m'ont tous fait confiance, c'est fou quand même. Donc, je trouve que c'est un moyen. Et puis, il est très précieux, surtout, l'argent, parce qu'il part très vite. Plus vite que ce qu'on croit. C'est ça. Donc, maintenant, je dis, il faut y faire très attention. Chaque euro doit être, tu vois, bien pensé, même quand on en a beaucoup, parce qu'en fait, ça part vite, surtout quand on grossit, quand on est une grosse boîte. C'est exactement ça. On tombe très vite, donc il faut faire gaffe. Et puis l'utiliser vraiment à bon escient, quoi. Pas le dépenser, mais l'investir, en fait. C'est la grande différence. C'est ça. Ouais. C'est ça. J'aime bien comment elle... vas-y. Non, mais j'allais dire... Ça m'est arrivé d'un coup. Non, j'allais dire aussi, exactement, il y a le côté investir pour la boîte, et ça, c'est important pour grandir et tout ça, mais même investir pour soi, dans sa relation, par exemple, avec ses enfants, créer une expérience très, très mémorable, parce qu'on se permet, parce qu'on a perdu aussi beaucoup de temps à travailler dur. Aussi, c'est un investissement, ça fait sens. Oui, tu vas pas forcément dépenser en achetant des objets, des fringues, tout ça, mais pouvoir partir en vacances avec du temps de qualité, tu vois, avec tes proches et tout, ou tu vois, au quotidien, pouvoir s'aménager du temps de qualité et tout, ça c'est le vrai luxe en vrai. Hein. C'est pas d'avoir des millions sur son compte, c'est d'avoir du temps. C'est ça. Et ça passe un peu par l'argent quand même. Exactement. Et comme tu disais, l'argent est devenu précieux parce que c'est pas vraiment le nombre. Avant, je dis, on vraiment voyait un chiffre X. Waouh, si j'aurais vraiment ce chiffre, c'est top, tu vois. Et dans le après, tu vois que ce chiffre-là, il est beau, mais en fait, vu que tu as grandi, ce chiffre-là, si tu fais pas attention, en un mois, 2 mois, tu le perds si jamais il y a une baisse d'activité ou quoi.
Donc, vraiment, la perception, elle change. Ouais. Et puis surtout, dans une boîte, je me dis, l'argent, il faut qu'il soit correctement réparti. Avant, on avait un peu ce modèle, tu vois, du patron qui gagnait vachement et les salariés moins. Moi, j'ai l'image d'une boîte quand même avec un équilibre beaucoup plus sain. Parce que, alors, certes, moi, je prends plus de risques. Parce que si demain, il y a un problème, je suis la seule responsable. Mais qui est-ce qui fait tourner ma boîte? C'est quand même mes coiffeurs. Donc, c'est grâce à eux. Donc, nous, nos coiffeurs, ils sont assez bien rémunérés. Et tu vois, on a des systèmes de primes et tout. Parce que s'ils ne sont pas là, moi, je ne peux rien faire. Hein. Donc, vraiment, c'est important d'avoir une juste répartition de la richesse. Ça, j'y tiens pas mal quand même. Mais bon, toutes les boîtes ne peuvent pas faire ça, mais moi, j'y tiens. C'est vrai. Je vous pose la dernière question. Ouais. Vous avez dit dès le début que votre entreprise, ce n'est pas un simple salon de coiffure. Oui, c'est vrai. Ouais. Vas-y, dis-moi tout. Alors, on est un concept, déjà. Non, mais en fait, c'est beaucoup plus parce que... comment je vais dire ça? On a une mission. Tu vois, on a un vrai message, on est engagé. Nous, notre mission, c'est de défendre les cheveux bouclés, frisés, crépus qui ont longtemps été dénigrés, qui ont longtemps été critiqués. Tu vois, il y a encore 10 ans, mais encore même 5 ans, on te disait qu'un cheveu bouclé, c'était un cheveu qui avait un problème, c'était un cheveu qui était moche. Tu vois, une fille qui portait ses cheveux naturels, on lui disait qu'elle faisait sauvage, pas coiffée, sale. Regarde, il n'y a pas longtemps, il y a eu une loi contre la discrimination capillaire pour le fait d'avoir le droit de porter ses cheveux naturels bouclés à crépus au travail. C'est quand même un peu lunaire. On a besoin d'une loi. Mais bon. Franchement. Et nous, en fait, on fait partie de ce mouvement pour dire à la société que les cheveux crépus n'ont pas un problème. Crépus, ça a longtemps été péjoratif. Ouais. Tu vois, moi, j'avais des gens qui me disaient « Non, mais moi, j'ai les cheveux crépus », alors qu'ils avaient les cheveux bouclés, très secs, parce qu'ils s'en occupaient pas. Mais crépus, ça veut pas dire moche. Et il y a encore un peu cette idée autour de frisé aussi. Autour de ce mot. Frisé, ouais. il faut que... Mais je savais pas qu'il y avait une loi en fait pour si. ça. Ouais. Mais après, c'est quelque chose qui est vraiment senti plus que dit, on va dire. On sent que si les cheveux sont pas lissés dans les normes internationales, on sent qu'on n'est pas, on n'est pas bien. Tu vois. Oui, tout à fait. Mais il y a des gens qui te disent que leur employeur leur a dit, par contre, t'as pas le droit de venir avec tes cheveux lâchés. Tu dois venir avec un chignon plaqué et tout. Alors que moi, jamais on m'a dit que je devais coiffer mes cheveux. Enfin, tu vois, c'est pas juste. Du coup, c'est pour ça qu'on est plus qu'un salon de coiffure. En fait, on est vraiment porteur d'une mission pour que toutes les personnes aux cheveux bouclés à crépus en France puissent aimer leurs cheveux. Nous, par exemple, on a beaucoup d'enfants qui viennent au salon. Et ça, j'y tiens vachement. On fait des ateliers parents-enfants pour leur apprendre à s'occuper de leurs cheveux. Parce qu'on veut que la prochaine génération n'ait même pas en tête que leurs cheveux sont un sujet. Donc, on leur apprend à se coiffer pour que ce soit simple au quotidien. Parce que certes, c'est un cheveu qui demande quand même un peu plus d'entretien. Mais pour qu'ils en soient fiers, pour qu'ils voient que c'est même pas une différence, en fait. Qu'ils ont leurs copains ont des cheveux lisses, eux, ils ont des cheveux bouclés. Mais que ce soit pas du tout un sujet et que ce soit une force. Qu'ils voient que ce soit beau, qu'ils ont plein de personnes comme eux. Qu'il y a eu aussi des sujets de représentation, tu vois, pour notre génération, où ils voyaient jamais de personnes aux cheveux bouclés ou crépus. Donc, c'est vraiment éduquer la prochaine génération pour que si un jour un employeur leur dit « Non, tu viens pas avec tes cheveux naturels », ils soient genre en fait… de quoi tu parles? Ouais, voilà. C'est quoi ça? Ça va pas la tête, quoi. Donc, on est bien plus qu'un salon de coiffure pour ça. Et nos clients viennent pour ça, d'ailleurs. Parce qu'ils savent qu'ils viennent pas chercher juste une coupe. Ils viennent rejoindre une communauté, justement. Et tu vois, après le Covid, on a eu plein de personnes qui sont arrivées avec des casquettes, des bonnets, en disant, en fait, je me lissais les cheveux. Et en fait, j'étais 3 mois chez moi. Du coup, j'ai arrêté. Et je voudrais ne pas recommencer, parce que déjà, ils ont des racines et tout, et ils se disent, en fait, c'est l'opportunité. Mais c'est entre les deux. Ouais. Mais ils se disent, comment je fais? Parce qu'en fait, j'ai jamais porté mes cheveux naturels. Comment je m'en occupe? Et puis, aidez-moi à avoir une coupe, quoi, parce que là, c'est compliqué. Et ils venaient vraiment chez nous en cherchant une safe place. En disant, en fait, ici, on va pas me juger, on va m'aider, je vais pas aller chez un coiffeur qui va me dire « Ah oui, effectivement, c'est pas terrible. » Tu vois, c'est… Et on en a encore des personnes comme ça et on leur dit « Ok, t'inquiète, ça va prendre 6 mois en fonction de est-ce que tu es prêt à tout couper ou bien on le fait au fur et à mesure. Ça va prendre 6 mois, 1 an, mais on va t'accompagner. En fait, tu vas faire partie un peu de la famille, quoi, Baraboucle. » Tu vois, on est bien plus qu'un simple salon. J'adore. Parfait. C'est la manière. C'est bien vendu.
C'est la meilleure conclusion du podcast. C'est trop bien. Ouais. Bah, merci beaucoup. Merci Morgane. Merci à vous Merci. pour votre écoute. C'était magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.